Cette année encore, j'ai eu la grande chance d'être invitée au Festival du cinéma des Arcs et durant cette semaine assez exceptionnelle, j'ai eu la grande chance de rencontrer Camille Etienne. Vous allez voir, elle est non seulement hyper sympa, hyper elle-même, mais en plus, son discours est tellement passionnant. J'aurais pu l'écouter des heures, c'était très frustrant, je devais partir à un événement, on a eu peu de temps toutes les deux. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour moi, c'est vraiment l'épisode que j'avais envie de mettre en avant pour fêter cette nouvelle année 2025, pour donner le ton aussi d'un podcast qui s'interroge toujours plus sur le monde qui nous entoure. Que dire d'autre à part bonne écoute? J'espère que ça vous plaira, j'attends vos retours avec vraiment grande impatience. À très vite. Et vraiment horrible, c'est-à-dire que j'ai acheté C'est ça ton échec en fait. J'ai acheté un tandem avec une tasmanienne car je vis à Oxford. Ok, casual. Moi aussi, mardi dernier, j'ai fait pareil. et donc voilà, et donc c'était les examens et après les examens, on a bu une bière à midi parce que c'est les examens, couché à 4h du matin. C'est des Anglais. Et fait du tandem. Et parce que c'est des Anglais, et fait du tandem, qu'est-ce que tu veux que, évidemment, c'était écrit. Je m'en sors bien de pas avoir la moitié de la donquette. Tu t'en sors hyper bien. Ridicule. À la limite, ça repulpe les lèvres, c'est des injections hyaluroniques gratuites. Tout est si pathétique. Cette histoire est pathétique. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Mon existence au monde est un échec, tu vois. Bon, bah, ça y est, c'est la fin de notre épisode. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup sur toi, sur les Anglaises, sur la bière. On a réfléchi ensemble. Alors déjà, bonjour Camille Etienne. Je suis ravie de te recevoir vraiment dans ce podcast. Attends, je vais sortir parce que je m'étais pris des petites notes. Trop classe. Trop classe. Attends de voir les notes. Tu me jugeras après. Tu savais le nombre d'interviews que je fais où des gens disent votre prénom du coup c'est Manon. Alors non, pas du tout. Ah la vache. Bonjour Étienne. Voilà aussi. C'est pas grave. Donc tu es activiste écologique et porte-parole du mouvement On est prêt. Ça plu. Ça plu. Non, pardon. T'as parlé un peu trop vite, je pense. Sur Wikipédia, je sais que tu sais, tu ne maîtrises pas l'information qui s'y trouve. Et, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on va parler au passé. Tu as été. Je fus été. Tu fus. Et surtout, avant qu'on commence cet épisode, je voudrais parler de quelque chose qui a un peu changé mon paradigme. C'est ce mouvement que, alors déjà, la recherche que tu as faite autour des nanoparticules, c'est ça, présente dans les poils vendus. Est-ce que je m'explique? C'est des molécules. Alors, je suis devenue prof de chimie entre-temps, mais si tu veux, je ne comprenais rien pendant longtemps, donc j'ai passé du temps plutôt avec des chimistes, mais c'est des molécules chimiques. C'est encore plus petit que ça. C'est même pas des particules, c'est vraiment des molécules chimiques qu'on appelle les polluants éternels, les PFAS. Ah là là. Et donc ça, c'est présent dans toutes nos poils, les poils qu'on a toujours eu, qu'on utilisait depuis toujours, et puis surtout les poils qu'on change que trop rarement. Et avec ce mouvement-là, et surtout l'aide des réseaux sociaux, tu as créé un truc d'ampleur. Alors pas que toi toute seule, mais t'as été quand même vraiment la chef de file. Et ça a provoqué plein de discussions autour de moi. On s'est tous mis à acheter nos petits poils qui sont extrêmement efficaces et tout aussi fonctionnels que celles qu'on avait. Et c'est vraiment une preuve vivante du pouvoir du changement par le peuple. Et ça fait du bien. Et ça fait un bête d'argument au dîner de famille de Noël contre ceux qui disent qu'on n'y peut rien et que de toute façon, c'est trop tard. Complètement. Pour revenir sur ton sujet, en fait, c'est face à l'échec des autres, à l'échec colossal de ceux qui sont censés nous mettre dans des conditions d'existence possible simplement, c'est-à-dire les gouvernements. On a remis une partie de notre liberté entre les mains d'un certain nombre de personnes pour que c'est l'histoire du contrat social. On se dit ok, on peut pas prendre toutes les décisions avec 60 millions de personnes tout le temps, donc on va élire des gens qui sont censés s'occuper un peu de comment est-ce qu'on habite ensemble en société. Et quand on voit des faillites totales, vraiment, quand on voit des échecs aussi grands, qui est celui, par exemple, de notre gouvernement sur la question des polluants éternels, pas du tout qu'en France, à l'échelle mondiale, c'est un scandale de santé publique d'une ampleur, mais folle. Et plus je creusais, plus je me disais, mais c'est pas possible. Il y a dû avoir des lois, ça a dû changer. Et en fait, plus je creusais, plus c'était terrible. Plus je découvrais En fait, ce qui se passe, donc, très rapidement, c'est juste pour vous dire que c'est une molécule qui a été inventée par l'homme. Donc, c'était à la base pour le projet Manhattan, donc pour les bombes.
utilisé dans la guerre, et ensuite aux États-Unis, et ensuite ça a eu une application industrielle parce qu'on s'est dit c'est quand même très pratique. C'est hyper puissant, ça fixe n'importe quelle propriété. Donc c'est-à-dire que si vous mettez un polluant éternel, un PFAS avec la propriété de résister à l'eau, vos poils par exemple avec le revêtement Téflon des poils Tefal, c'est hyper pratique parce que ça accroche pas, donc l'œuf dans la poêle, hop, il accroche pas, c'est facile à laver, machin. Puis dans les années 60, ça devait être synonyme d'avancée technologique. C'était une avancée technologique, et donc ça s'est retrouvé d'abord dans les poêles, et en fait maintenant partout autour de nous, dans les Gore-Tex, ça se retrouve maintenant dans l'eau qu'on boit, dans l'eau du robinet. On a testé avec, il y a des chercheurs qui ont testé l'eau des robinets, c'est pratiquement les 3/4 de l'eau du robinet des Français qui est contaminée à ça, mais c'est aussi dans les bouteilles en plastique. Donc en fait, là où c'est très intéressant, c'est qu'on se dit on ne peut pas y échapper on ne peut pas y échapper. En fait, c'est partout autour de nous, c'est invisible. Et on dit polluant éternel parce que on ne peut jamais le détruire, notre corps ne peut jamais s'en débarrasser, l'air, le sol. Et donc, du coup, face à cet échec-là, en fait, on ne peut pas avoir une solution seulement individuelle. Puisque c'est partout et qu'on est tout le temps exposé, si on veut se protéger, il faut que ce soit une action collective. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que l'action collective, elle est obligatoire. Et donc, on a lancé tout ça, et on a essayé de faire en sorte de changer la loi et de faire voter cette loi pour protéger les gens. Et juste une question de santé publique, parce que les effets, c'est des cancers précoces, les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, des questions d'infertilité qui explosent. Ça a des effets très, 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 très importants sur la santé. Merci. Moi, j'ai de l'endométriose. Et l'endométriose a été prouvée comme étant liée au polluant éternel, alors qu'on dit tout le temps qu'on n'a pas de cause de ça. Mais j'ai trouvé ça fou aussi, que typiquement, endométriose et polluant éternel sont extrêmement liés. Comme tu te poses la question, comment ça se fait qu'à notre époque, alors bien sûr c'est décelé alors qu'avant ça ne l'était pas, malgré tout, il y a un boom énorme des cas d'endométriose. On se pose un peu des questions, tu vois, qu'est-ce qui change? Mais c'est bien notre sûr. consommation, et c'est surtout les répercussions des consommations de nos aînés. Complètement. Aussi. En fait, on est les premières générations exposées à ce taux-là, et aussi longtemps à de la pollution chimique. Mais je te jure, c'est un sujet qui est en train de m'obséder, et en creusant, en fait, on se rend compte que c'est quelques entreprises, en fait, c'est extrêmement concentré, la production. C'est arrivé partout, et ce qui se passe dans la régulation de la pollution chimique, c'est que on met une molécule sur le marché. Je suis industrielle, j'invente une molécule, bam, je la mets sur le marché. Et après, ça prend à peu près 90 jours. Et après, c'est aux gens, des journalistes d'investigation, des activistes, des gens malades, des politiques qui c'est du sujet, peu importe, mais c'est aux gens de aller se battre pour prouver, pour dire, regardez, en fait, ça c'est toxique, et ensuite se battre pour le faire enlever. Et on dit souvent, ça met 20 ans, ça met 90 jours à mettre une molécule sur le marché, 20 ans pour l'en retirer. Alors que ça devrait être complètement l'inverse. On devrait dire, avant de vendre quelque chose, vous devez nous prouver que ça va pas donner des cancers à nos enfants, quoi. Évidemment. Et je me rappelle justement que ce cas de la poêle Téflon, qui était en plus hyper concret, hyper visuel, c'est vrai, je me rappelle que t'avais parlé de cette loi, et ça nous a tous un peu ouvert les yeux sur le fonctionnement aberrant, en fait, des choses. C'est ok, prouve-moi que je t'ai pas tué, cherche la balle à l'intérieur de toi. Et exactement. C'est lunaire. Et on discutait avant d'allumer mon micro. Allumé, je suis une boumeuse. C'est bien, j'aime bien allumer un micro, c'est joli. Allumer la parole. Oh, c'est pas mal. J'ai réalisé il y a quelques temps que je disais un mémo vocal, et apparemment je suis la seule. Petit mémo vocal, juste un mémo. vocal, tu fais. C'est vrai, ok, d'accord. J'aime bien je suis assez vieux jeu sur plein de choses, t'inquiète. Je trouve ça romantique. Bon, ça va alors. Oui, on discutait, on parle de quoi, de tes échecs et tout, et en fait c'est évident que en plus ça correspond tellement bien à ton combat. On avait envie ensemble de parler d'un échec à l'échelle mondiale, et pourtant d'un optimisme que tu as à défendre quelque chose qui est... J'ai même pas envie de dire que c'est déjà trop tard, parce que moi ça me fout la boule au ventre. En fait, il y a cette phrase de Rebecca Solnit, qui est une autrice incroyable, américaine, que j'adore, et qui, elle est démente. Et elle travaille sur la question de l'espoir aussi, sur plein de choses. Mais sur la question de l'espoir, elle dit ça, elle dit, en fait, l'espérance, c'est la croyance que ce que nous faisons peut avoir une importance.
Et moi, j'ai toujours été assez mal à l'aise, à la fois avec cette question d'échec et à la fois avec cette question d'espoir, parce que on me ramenait souvent à ces deux pans-là. C'est-à-dire, sur l'espoir, c'était vraiment, oui, bah écoutez, oh là là, bon, vous donnez quand même pas vous donnez pas trop envie, quoi. Vous avez pas d'espoir et tout, comme si on attendait nous d'être des messies en disant, bah, il faut qu'on donne de l'espoir. En fait, l'espoir, c'est quelque chose qui se crée. Moi, l'espoir, il est jamais, j'ai pas attendu qu'il me tombe du ciel. Merci. Je l'ai parce que je vois que quand ensemble, avec plein de gens, quand on s'y met, quand on essaye, on peut obtenir des choses extrêmement concrètes et importantes pour la vie des gens. Et ça, c'est la seule chose où je me dis, ok, l'espoir, il vient du fait que la direction, elle est pas écrite, qu'on peut toujours dévier l'histoire. C'est extrement dur. Il y a des vents contraires qui sont très forts. Mais il y a des brèches possibles. Et l'espoir, il est dans ces brèches. Mais ces brèches-là, elles s'empruntent. Elles viennent pas nous chercher. C'est des chemins qui nous attendent, quoi. C'est incroyable parce que ça peut se rapprocher aussi. Toi, tu parles de manière globale, mais aussi, tu sais, chacun peut trouver quelque chose dans ton discours pour, je sais pas, se redonner de l'énergie, de la joie, du feu intérieur aussi. Mais l'action et l'action et en fait, moi, l'action, la connaissance, c'est le savoir et le pouvoir. Un peu, c'est des allers-retours que je fais constants entre les deux. J'attends pas de tout connaître pour agir et j'agis pas frénétiquement sans jamais me poser, douter, quitter une posture. Là, j'ai repris un an d'études. Je suis à Oxford dans des bibliothèques habituellement. Tu dis quoi en ce moment? Et toujours ces questions-là d'environnement, mais plus globalement aussi d'économie, de droit, de philo, pour essayer de comprendre ce monde contre lequel je me bats. Donc en fait, cet aller-retour entre les deux, moi, c'est les deux choses qui m'apportent de la paix dans ce chaos du monde. C'est les moments où je me plonge dans des textes, que je me rends compte que des philosophes depuis des siècles avant nous disaient des choses qui m'éclairent aujourd'hui. Ça, c'est hyper puissant parce qu'on sent appartenir à une histoire, on sent juste être à un endroit, un passage, et ça ancre beaucoup plus. Et l'action aussi, on sort du sentiment d'impuissance et ça redonne énormément d'espoir. Et ça impose une certaine humilité aussi, tu sais, de se dire que vraiment ça nous remet à notre place, la terre ne nous appartient pas et nous on est vraiment ultra éphémère. Mais oui, carrément. Moi j'ai une passion pour les meubles anciens, j'adore. Je te jure, je voulais être commissaire-priseur. C'est trop drôle. Et en fait, ce qui m'émeut, c'est pas, par exemple, je sais pas, le musée des Arts Déco ou Versailles, c'est pas les dorures, les machins, non, c'est petits objets du quotidien. Parce qu'à chaque fois, je regarde l'usure et je me dis, quelqu'un l'a touché au XVIIe siècle. Oh, c'est fou. Moi, j'ai ça sur les vieux livres. Mais oui, tu vois ce que je veux dire? Bah, la personne, les vieux livres, il y a quelqu'un qui a touché, qui a un peu râpé les pages avec le gras du sébum. Et je sais pas, c'est trop touchant de se dire que ces gens-là, ils avaient aussi des rêves comme nous et que, et là, ça te remet un petit peu à ta place, quoi. Complètement. Oui, c'est ce manque d'humilité qui vient du mus de la terre. Le mot humilité, c'est parce qu'on s'est déraciné. On s'est complètement déraciné. Donc, de se rappeler qu'on a une histoire, qu'il y a eu des gens avant nous et qu'il y en aura d'autres après si on compromet pas leur chance d'exister. Ça repositionne l'ego à un endroit où il pense plus grand que lui, quoi, et pas seulement pour lui. Waouh, c'est trop beau ce que tu dis. Je comprends mieux les études à Oxford parce que tu t'exprimes quand même extrêmement bien. Ah non, en anglais, je rame en anglais, t'inquiète pas. Mais surtout avec l'accent innate. Non, c'est pas trop dur. Je suis la petite franchise, je suis la seule française donc voilà, je joue le cliché de oui, alors oui, j'aime le pain et le vin, c'est bon. Mais meuf, j'ai un accent français. Utilise ça, c'est un pouvoir, mais bien sûr, évidemment. Écoute, parce que je pense qu'en revanche, t'as dû bien galérer dans le fait d'être jeune, jolie et femme, avoir une. Ouais, non. Oui, c'est sûr dans la légitimité. En fait, j'avais l'impression de devoir, mais alors comme vraiment, je pense toutes les femmes dans l'espace public et même globalement, en fait, bien en dehors de ça, dans des lieux de pouvoir, c'est ce truc de devoir faire toujours plus pour être respecté au même niveau. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'arriver en citant, encore récemment, je sais très pas, mais dans une interview où il y a 3 autres hommes sur le plateau. Et moi, et en fait, chacun donne un peu son avis comme ça sur un grand thème d'économie. Et moi, j'arrive, je présentais comme la militante qui a des opinions, qui est un peu pas très sérieuse, mais qui est très passionnée. Ouais, je suis celle qui cite un rapport, 4 économistes sérieux qui ont fait de la recherche sur le sujet, des chiffres, des machins. Et en fait, j'ai l'impression de devoir à chaque fois prouver plus que je suis backée par
une communauté scientifique, que je me remets toujours en question, que c'est un peu un effort constant mais c'est une rigueur qui, moi, je trouve, au final, est saine. Elle est injuste, mais je pense que j'aimerais que les hommes en aient autant, et qui réfléchissent autant, globalement, avant de parler dans l'espace public. Mais en fait, quand tu m'as appelé, tu m'as dit, ah oui, tu voudrais parler de l'échec, je me suis un peu dit, merde. En fait, j'y pense pas souvent à ce sujet-là de l'échec. Enfin, ça fait pas partie de mon champ de réflexion. Qu'est-ce que l'échec? Et en fait, je me rends compte que ça vient de deux choses. Ça vient de, souvent on me demande cette question de l'espoir, et la deuxième question récurrente, c'est un peu comment est-ce que tu mesures ton impact, comment est-ce que tu mesures la puissance de ce que tu fais, comment est-ce que tu calcules, et en fait toujours comment est-ce que tu sais que ça marche. C'est toujours un peu dérangé, dans le sens ça me met un peu dans un endroit étrange, en me disant, mais en fait je me pose pas cette question-là bizarrement au début, non pas parce que c'est pour un esthétisme de la lutte, parce que voilà, c'est pour la beauté de se battre, non, mais c'est plutôt pour une question de dignité, c'est-à-dire que ça part à un moment, à un endroit où, quand on a accès à une connaissance, et ben on se dit, en fait, c'est cette phrase de dire, quelqu'un qui a compris et qui n'agit pas n'a pas réellement compris. Et donc, quand on se trouve face à des choses qui nous mettent en profonde indignation, l'action est la seule réponse digne. Et donc, souvent, je me pose même pas la question de, tiens, est-ce que ça, c'est un bon coup? Est-ce que choisir ce combat-là plutôt que celui-là, ça a plus d'impact? Non, c'est vraiment une question de dignité dans les tripes. Et ensuite, est-ce que ça a marché? Bah, pareil, on essaye de tous les côtés, de plein de manières. On sait pas quel est vraiment le levier, le moment, le déclencheur. Peut-être un peu de tout, peut-être parfois c'est seulement un seul. Donc, dès qu'il y a des échecs, par exemple, là, sur les polluants éternels, on a fait passer la loi à l'Assemblée nationale une première fois, ensuite au Sénat. Là, elle devait revenir à l'Assemblée, et là, c'est des échecs les uns après les autres, parce que c'est des groupes qui décident de plus le mettre dedans, puis ensuite des commissions, puis ensuite des présidents de commissions qui le font enlever. Et si tu veux, c'est des heures où moi, je suis dans les bibliothèques Oxford à appeler des députés et à avoir c'est bon, là, c'est sûr, ça va être voté. Et vraiment, coup de théâtre, 2 heures après, un contre-lobby de l'industrie ou des personnes qui ont pas envie que ça se fasse. Donc, c'est assez intéressant de voir que là, pour l'instant, en soi, c'est pas encore passé, c'est pas encore réussi. On a fait tellement, on a et jusqu'à ce que j'ai pas la certitude totale que les Français soient protégés contre la pollution des PFAS, on continuera avec le député en question à se battre, avec Nicolas Thierry. Ça c'est sûr. Et c'est dans ces moments d'échec, là sur les fonds marins, on se battait contre l'exploitation minière en Arctique, c'était énorme. Ça aurait pu être une cocotte minute où d'un coup on levait tout le CO2 qui est séquestré dans les sols au fond des océans, en fait, c'est hyper important. Et l'idée, c'est des machines qui allaient racler le fond des océans pour prendre des minerais. Sauf que comme une cocotte minute, ça aurait levé le couvercle et donc potentiellement libéré plein de CO2 dans l'atmosphère, détruit des écosystèmes marins hyper importants. Et bref, et donc on se battait en Norvège, et là, on était dans le moment où tout le monde disait, mais il faut lâcher l'affaire, le gouvernement est prêt à commencer en 2025, c'est dans quelques mois. Enfin, c'est mort, quoi. C'était vraiment mort. Et c'est dans ces moments où c'est plus l'actualité. Donc, on en parle un peu moins, c'est moins trendy. Les médias ont un peu moins envie d'en parler. Les gens sont un peu passés à autre chose. Voilà, on est plus dans la temporalité du truc. Bah, c'est là où il faut rien lâcher, parce que c'est là où ça se joue. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est là où on a une victoire complètement folle. On s'est réveillé avec nos têtes qui étaient en photo dans la BBC. Bonjour. On était là, quoi? C'est parti. C'est pas ma meilleure photo, fais chier. D'ailleurs, j'ai une photo peut-être terrible parce que j'étais frigorifiée. On s'en fout. Non, c'était drôle. Enfin, tout ça pour dire juste que c'est aussi dans les moments d'échec, en fait, ils sont jamais définitifs. Ouais, et puis tu le dis, pour une loi qui passe, combien de moments d'échec et de rebond sans lâcher, en fait. Totalement. Enfin, c'est juste, faut être obsédé, quoi. Faut être obsédé. Ouais, une abnégation. Enfin, obstiné. Je crois beaucoup dans. Bien sûr. Et surtout avoir ce feu au tripes, ça c'est ultra nécessaire. Mais c'est hyper intéressant aussi de se dire que t'as vraiment une action qui t'impose l'échec en permanence, et ce truc de se dire, ok, comment est-ce que je contourne la chose, comment est-ce que j'accepte pour tout de suite passer outre et rebondir et retaffer mon truc et aller au-delà. J'ai l'impression que ça te tire vers le haut aussi. Oui, complètement. Bah, c'est en fait, je pense que c'est le fait d'avancer en bande, et que donc dès qu'il y en a un qui est ou une qui se dit voilà, j'en peux plus, enfin c'est épuisant ce sujet-là, c'est trop grand, mais oui. Et ben on prend un peu de recul et on passe le relais à d'autres, et puis d'autres le reprennent. C'est un marathon, donc en fait il faut qu'on tienne longtemps, et avancer en bande, avancer en groupe, c'est la chose la plus puissante que j'ai vécue. Ah ouais, je comprends. Je me dis que ce que tu fais, c'est à la fois passionnant, ultra riche, mais tu dois tellement
je sais pas, au niveau émotionnel, je suis assez bluffée. Tu sais, on parle d'anxiété écologique et comment est-ce que tu te distances de ton combat? Parce que ton combat, ça devient toi aussi, en quelque sorte, c'est non? Totalement, mais à l'inverse, c'est ce malaise qui, moi, me rendrait malade. C'est-à-dire que c'est ce sentiment c'est un peu le moment où on sait qu'on fait une connerie. Et ce moment où on est un peu en mode, c'est la culpabilité, c'est le moment où mais la culpabilité juste, pas la culpabilisation, pas où on nous fait sentir coupable de quelque chose dont on n'est pas. Pour moi, c'est pas les gens qui consomment ou qui prennent l'avion parce que le train est extrêmement cher et qu'ils n'ont pas le choix pour rentrer à Noël chez eux. C'est pas eux que je veux me culpabiliser, c'est l'industrie, c'est la manière dont c'est fait. Mais juste sur cette question profonde où on sent parfois, on se dit merde, là, on a dit quelque chose à quelqu'un, ou on a agi d'une sorte où on a menti, ou c'est ces moments-là où on se dit, genre, on se sent bien avec soi-même qu'on n'est pas fier de soi, quoi, que il y a et en fait, moi, ne pas agir avec le niveau de connaissance que j'ai et la possibilité que j'ai de le faire, en fait, c'est ça qui me rongerait, qui me boufferait. C'est ces moments où je me sens là. En fait, c'est ces moments où je me sens lâche. Je crois que c'est la lâcheté qui me ronge. Et donc les moments où j'agis, en fait, même mon combat, c'est dur parce que les gens qui sont en face de nous s'organisent et ils sont très forts et utilisent ils ont de l'argent et voilà, et tout un tas de choses, des fake news, machin. Mais en fait, ça, j'avoue que je fais partie on a des débats souvent avec les gens qui sont médiatisés aussi un peu en disant comment est-ce qu'on vit tout ça. Moi, ça, c'est vraiment mon choix, c'est de le laisser de voler au-dessus, quoi. C'est-à-dire que je fais une bulle de protection, ça ne m'atteint plus parce que j'ai vraiment décidé que ça ne m'atteindrait plus. Je me suis dit à un moment donné, en fait, soit je sombre et j'existe pour le regard des autres, soit je fais les choses parce qu'elles me paraissent justes. Et à partir du moment où j'ai décidé de me détacher de ce regard-là, c'est tellement plus fort, quoi. C'est tellement plus fort et on devient inarrêtable. Et les bulles que je prends, c'est des moments où je me ressource. En fait, même quand on obtient des choses folles, quand je vois des gens dans la rue qui nous disent qu'on a un peu participé à bousculer leur parcours, ça suffit à me redonner l'énergie pour 10 ans, c'est bon. Bah, on a de la chance de t'avoir, Camille. Bah non, mais moi Merci aussi. beaucoup pour ce que tu fais. Ça me donne tellement d'espoir et ça me redonne un peu de joie et tu le disais, de paix aussi. Ça fait trop de bien de se dire que déjà, il y a beaucoup de sincérité chez toi. T'es extrêmement aligné avec qui tu es. J'ai l'impression que tu te connais bien. Et du coup, que tu te protèges de cette manière-là aussi. Ouais. Et je pense qu'on se fait du mal quand on se connaît pas assez, quand on essaie de chercher dans le regard des autres qui on est. Et toi, c'est pas le cas. Et c'est assez bluffant. Longue vie à tes études à Oxford. Merci. J'ai trop hâte de voir la suite de ton projet. Merci. Et merci beaucoup, Camille. Merci à des toi. arcs. Ah oui, promis. On va faire ça tout de suite. On va débrancher. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.